10 applications qui vont améliorer la façon dont vous utilisez votre Mac, c'est parti! On commence directement avec du lourd et cette application entièrement gratuite qui me permet de gérer très précisément la façon dont se comporte l'audio à la fois des différents périphériques mais aussi des logiciels présents sur mon Mac. Donc en haut, vous voyez que je peux gérer le son individuellement en fonction des appareils connectés. Par exemple, les haut-parleurs du MacBook, si je les veux à 100% alors que le reste est plus bas, c'est possible. Moi, je les avais mis à 70%, mon casque Bluetooth, lui, est à 35%, mes AirPods Pro à 60%, et ainsi de suite. Je peux faire ça pour tous les périphériques, même ceux raccordés en Bluetooth ou en AirPlay, et j'ai même mute l'écran sur lequel est raccordé mon MacBook, parce que l'audio de l'écran est complètement pourri, j'ai jamais envie de l'entendre. Donc c'est très intéressant de pouvoir gérer ces niveaux individuellement en fonction des périphériques, mais aussi, vous le voyez, on peut le faire en fonction des applications. Mes logiciels de montage sont à 100% par défaut. Safari, je l'avais descendu un petit peu pour les vidéos Twitter et les vidéos YouTube, que je veux peut-être un petit peu plus bas. Et à l'inverse, Spotify, lui, je l'ai boosté. Parce que oui, cette application permet de booster l'audio jusqu'à 400% et sans que ça soit vraiment dégueulasse. Si on reste raisonnable. Mais en tout cas, je suis plutôt bluffé par ça. Et enfin, en face de chaque logiciel, vous allez pouvoir choisir quel est le périphérique par défaut associé. Donc mes logiciels de montage, l'audio sort automatiquement sur le casque filaire. Alors que sur Safari, ça va aller dans mes AirPods. Je pourrais pourquoi pas choisir mon casque Bluetooth. Donc ça aussi, très intéressant de pouvoir définir ça par défaut. Spotify, si vous voulez mettre une enceinte Bluetooth, eh bien pourquoi pas. Et vous pouvez même choisir du multi. Donc là, pour mon son Spotify, je peux par exemple définir qu'il sort à la fois sur les haut-parleurs du MacBook et sur les enceintes connectées en AirPlay. Donc ça, voilà, si vous faites des soirées, que vous voulez mettre de la musique et diffuser sur plein d'appareils à la fois, qui ne soient pas des appareils qui se connectent facilement entre eux nativement, eh ben, c'est possible grâce à cette application. Je trouve ça hyper intéressant. Et on a également un égaliseur qui est présent pour chaque application. Donc ici, par exemple, sur Spotify, si je veux faire des réglages précis, je peux le faire, ou alors choisir parmi les différents presets. Si vous écoutez des podcasts, eh bien, vous avez des presets qui sont prévus pour. Si vous voulez du son qui tabasse un petit peu plus, il y a aussi quelque chose de fait pour. Ou alors, comme je vous disais, vous réglez l'égaliseur à votre guise. Et ça, pour chaque application, c'est hyper intéressant, notamment si vous voulez dissocier la musique des logiciels de montage ou juste des vidéos YouTube que vous voulez garder neutres, par exemple. Donc très intéressant cette application et je trouve ça assez dingue qu'elle soit gratuite, ça faisait longtemps que j'en cherchais une de ce type. Elle permet également de gérer les entrées audio, pas uniquement l'audio qui sort du MacBook. Donc voilà, assez incroyable. Je vous la mets en lien en description de vidéo pour la télécharger, comme toutes les autres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais voilà, on commence assez fort, j'adore cette application, vraiment. Ensuite, lorsque je veux nettoyer mon clavier, eh bien, j'ai une application qui désactive mon clavier et le trackpad de mon MacBook. Ça m'évite de devoir éteindre l'ordinateur rien que pour faire ça et je peux par exemple continuer d'écouter ma musique sur l'ordinateur pendant que je nettoie le clavier. Le fonctionnement est super simple, j'active l'application et ensuite c'est parti, je peux nettoyer mon clavier et le trackpad sans que ça ne bouge quoi que ce soit, que ça n'écrive rien avec le clavier et lorsque j'ai terminé, je garde enfoncé quelques secondes les deux touches commande et ça réactive mon clavier et le trackpad. C'est une application qui est totalement gratuite, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser si vous avez envie de tester, puisque en tout cas, moi, je m'en sers. La troisième application, alors celle-ci, si vous utilisez un iPhone, elle va vous sembler très familière, puisque lorsque vous surlignez du texte, automatiquement, ce petit menu contextuel apparaît sur le dessus avec différentes actions possibles à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, c'est automatique. Si je surligne et que j'appuie sur la loupe, ça me renvoie vers une recherche internet, très rapide, super pratique. Si je sélectionne un peu plus de texte, le petit menu apparaît, je peux copier tout ce texte si j'en ai envie, et lorsque je suis en train de rédiger, eh bien, le coller facilement ailleurs. Ça m'évite d'utiliser des raccourcis clavier ou alors d'aller chercher dans le menu déroulant de macOS lorsque je fais un clic droit, la fonction copier, la fonction coller, je peux les avoir ici. Je me suis aussi rajouté la passage automatique en majuscule pour du texte que j'ai sélectionné, ou encore inversement, le passage en minuscule. Voilà, ça m'est propre, c'est des choses que j'utilise souvent lorsque je rédige, mais par défaut, vous pourrez mettre autre chose si vous n'avez pas besoin de ça, je vous montre. Dans les réglages de l'application, ici, vous allez avoir pas mal d'options de personnalisation. Donc, par exemple, première chose, des règles d'exclusion dans certaines applications. Si vous ne voulez pas que lorsque vous surlignez, ce menu apparaisse, eh bien, vous pouvez le spécifier ici. Vous pouvez aussi choisir un raccourci clavier si vous ne voulez pas qu'il apparaisse automatiquement à chaque surlignage. Vous pouvez aussi personnaliser l'apparence avec la taille, les couleurs. Bon, ça c'est pas le plus intéressant.
Nous, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est la personnalisation des options qui apparaissent lorsqu'on surligne. Donc je vais décocher mon passage en majuscule et en minuscule que je m'étais rajouté, puisque par défaut vous avez la loupe, le copier et le coller. Vraiment exactement la même chose que vous avez sur un iPhone quand vous surlignez sur iOS. Donc ça vous pouvez le mettre si vous trouvez ça utile. Moi j'avais besoin de ce passage en majuscule et en minuscule, donc je l'ai rajouté, et ça on le fait via ce menu ici qui nous renvoie vers une page internet sur laquelle on peut sélectionner et télécharger des extensions pour l'application suivant ce que l'on a besoin de faire. Alors il y en a une quantité assez astronomique, je vous laisserai regarder tout ça, et en fonction de ce que vous avez besoin de faire, il y a de fortes chances que vous trouviez ce qui vous intéresse ici. Moi c'est là que j'ai téléchargé ce que j'avais besoin d'utiliser et que j'ai rajouté ici dans le menu de PopClip, le nom de l'application. Donc voilà comment ça fonctionne, je vous laisserai regarder tout ça, c'est super intéressant à utiliser, et voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps, c'est rapide, c'est bien intégré à macOS puisque ça ressemble à iOS. C'est une application qui est payante, je vous laisserai regarder les liens en description de vidéo pour la somme exacte, mais de mémoire c'est quelques euros, c'est pas trop cher, et moi je l'ai pas payé cette application, puisqu'elle fait partie du catalogue d'applications de Setapp que j'utilise et qui est le sponsor de cette vidéo. Setapp, c'est plus de 250 applications pour Mac et iPhone accessibles à travers un seul abonnement, et ce qui évite d'acheter chaque application individuellement. On y retrouve des applications que j'utilise au quotidien et dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ce genre, comme par exemple l'excellent Aldente qui augmente la durée de vie de votre batterie, MindNode, le célèbre outil de gestion de mind map, ou encore Vivid qui permet de débrider la luminosité maximale des écrans de MacBook. Ça débloque le pic de luminosité atteignable en HDR, mais à n'importe quel moment, pas seulement en regardant du contenu HDR. Le petit raccourci dans la barre des menus permet de le faire très facilement, et c'est une application qui est géniale lorsqu'on bosse en extérieur notamment. Dans Setapp, les applications sont classées, catégorisées par usage, et c'est très pratique, ça permet de faire de belles découvertes, ça a été mon cas, et je suis sûr que vous aussi. Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez scanner le QR code directement depuis Setapp, et ça vous renverra vers la version App Store de l'application que vous pourrez installer. C'est un super service, et si vous avez envie de tester Setapp, vous pouvez le faire gratuitement pendant 7 jours via le lien qui est juste en dessous en description de vidéo. Ça vous permettra de voir s'il s'intègre bien à votre façon de travailler. En tout cas, n'hésitez pas à essayer. L'application suivante est très intéressante et il se trouve qu'en ce moment elle est disponible dans le catalogue d'applications de Setapp, donc vous n'aurez pas besoin de l'acheter. Elle s'appelle Yank et permet de faciliter le transfert de fichiers d'un répertoire à un autre. Je vous montre. Donc par exemple ici, si je sélectionne ces deux photos, que je commence à les déplacer, vous voyez qu'instantanément est apparu sur la gauche de mon écran cet emplacement ici, dans lequel je vais pouvoir venir déposer mes fichiers de manière temporaire. Donc voilà, les deux photos sont ici. Je peux également prendre autre chose, si je le souhaite, n'importe quel type de fichier pourra être placé ici temporairement. Et ensuite, quand je me rends dans un autre répertoire de mon arborescence, je peux reprendre le fichier et le déplacer. Ça facilite grandement les choses, j'adore ça, surtout quand j'ai besoin de déplacer des fichiers dans des répertoires, des sous-répertoires et des sous-dossiers à non plus finir, et ça facilite vraiment la tâche. Et ça peut aussi être intéressant si vous faites du graphisme, du montage vidéo, ce genre de choses, vous pouvez avoir des fichiers en permanence accessibles de cette manière. Moi je m'en sers surtout pour déplacer des fichiers, mais voilà, il y a plein d'autres usages qu'on peut imaginer de cette manière. Vous le placez ici temporairement, vous le glissez et ensuite vous le remettez ailleurs. Voilà, je trouve le système extrêmement intelligent et très facile à utiliser en plus d'être plutôt bien intégré à l'interface de macOS. Ensuite, si vous voyagez souvent ou alors que vous bossez régulièrement avec des gens qui se trouvent à l'étranger dans un autre fuseau horaire que celui dans lequel vous vous trouvez, moi j'utilise une petite application entièrement gratuite qui me permet d'avoir ici dans ma barre des menus de macOS différentes horloges mondiales. J'y ai placé Taïwan et Dubaï, là où se trouvent les gens avec qui je dialogue le plus souvent à l'étranger. En France, je vois qu'il est 13h17, à Dubaï, il est 16h16, c'est la fin de journée, pas de problème, je peux sans souci joindre quelqu'un, ça le dérangera pas, alors que Taïwan, 20h17, ils sont peut-être chez eux le soir en famille, je vais plutôt éviter et à ce moment-là envoyer un mail plutôt que de passer un coup de fil. Moi, c'est la façon dont j'utilise cet outil qui me permet d'avoir un visu sur l'heure qu'il est chez les gens avec qui j'échange le plus souvent, mais vous pouvez sans problème personnaliser ça si vous le souhaitez. Moi, j'avais mis ces deux pays ici, mais dans les réglages de l'application, vous pouvez très facilement rajouter, hop, un fuseau horaire qui vous intéresse, une région du monde, vous tapez la ville, par exemple ici New York si je veux l'heure sur la côte est des États-Unis, on a le petit émoticône des États-Unis qui s'est ajouté. Vous pouvez choisir le format que vous souhaitez et même renommer ceci si vous le souhaitez. On va mettre NYC, hop, et ça va s'ajouter automatiquement dans la barre. On va en mettre un deuxième pour l'heure sur la côte ouest des États-Unis pour que je vous fasse la petite démo. On va mettre Los Angeles, hop,
je vais laisser tout ça par défaut et je sauvegarde. Donc ensuite, eh bien, ces 2 nouvelles horloges mondiales ont été ajoutées, vous les voyez ici. Je peux ensuite les déplacer, organiser ça dans l'ordre que je souhaite. Et bon, là, l'inconvénient, vous le voyez avec les États-Unis, c'est que j'ai 2 drapeaux des États-Unis. Je ne sais pas lequel est Los Angeles, lequel est New York. Donc voilà, quand vous avez des pays différents, c'est utile les petits emojis, mais sinon, moi, je préfère plutôt aller ici dans le format et mettre titre et heure. Donc là, cette fois-ci, je n'aurai plus le drapeau, mais l'intitulé que j'aurais moi-même défini, pardon. Voilà, vous voyez LA, 4h18, et l'autre, avec le drapeau des États-Unis qui est resté, c'est forcément New York, 7h18. Donc vous avez compris comment ça fonctionne, c'est assez personnalisable en plus, hein. C'est plutôt pas mal la façon dont les développeurs ont proposé ça. Je vais supprimer mes 2 time zones des États-Unis parce que j'en ai rien à faire, j'en ai pas l'utilité, et voilà, moi j'ai les 2 qui me servent au quotidien, et vous pouvez mettre ce qui vous intéresse. C'est une petite application toute simple, elle est gratuite, et moi je la trouve bien pratique. Depuis macOS Tao, Apple a supprimé le Launchpad, donc pour ceux comme moi, et vous j'imagine qui l'utilisiez souvent, c'est une grosse perte, et à présent nos applications s'affichent de cette manière. Donc voilà, on n'a plus du tout la possibilité de les réorganiser à notre guise, on peut certes en chercher certaines par catégorie, mais ce ne sont pas des catégories que l'on aura créées nous-mêmes, c'est Apple qui les attribue automatiquement, et qui place pas toujours les bonnes applications au bon endroit en plus. On peut afficher une liste ou une grille, et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire en termes de personnalisation. C'est clairement moins bien qu'avant, et heureusement, une application permet de revenir à l'ancien Launchpad. Une fois installé, le Launchpad est de retour et ça fait plaisir. On retrouve exactement la même présentation que le Launchpad des précédentes versions de macOS, avec la possibilité d'afficher nos applications sur différentes pages, de les réorganiser en fonction de ce qui nous plaît le plus, de pourquoi pas même regrouper certaines applications pour, comme sur iPhone, faire des dossiers, les renommer, placer à l'intérieur les applications que l'on juge pertinentes pour ce type de dossier. Donc voilà, c'est le launcher de macOS que l'on avait l'habitude d'utiliser. C'est quand même beaucoup mieux ainsi que la nouvelle version que nous a proposé Apple sur macOS Tao. Donc super application si vous préférez cet affichage-là plutôt que celui qu'a choisi de proposer Apple dernièrement. C'est gratuit, mais si vous le souhaitez, vous pouvez payer une licence pour débloquer certaines fonctionnalités supplémentaires. Pour celle-ci, c'est vraiment pas nécessaire de payer la licence, je trouve. L'application fait ce qu'elle promet déjà de base dans sa version gratuite, mais si comme moi vous payez la licence, voilà ce que vous obtenez. Donc par exemple, la possibilité de trier vos applications par ordre alphabétique, donc soit l'ordre naturel, soit l'ordre inversé suivant ce que vous préférez. Choisir d'afficher en premier les applications les plus récemment installées, pourquoi pas, ça peut être utile, ou alors celles les plus récemment ouvertes. Vous pouvez aussi supprimer la pagination et mettre un défilement infini vers le bas, ou alors si vous préférez le style classique du launcher de macOS comme il était les années précédentes, vous mettez les différentes pages. Vous avez ces possibilités-là, et ensuite un petit peu plus de réglage ici. Vous voyez que moi j'ai activé le pincement de doigts sur le trackpad pour vraiment retrouver la même expérience du launcher de macOS que l'on avait sur les précédentes versions de macOS, et on peut également choisir d'activer les coins actifs. Par exemple, là, si je choisis coin inférieur gauche, à présent, lorsque je vais glisser ma souris vers le coin inférieur gauche, ça me lance automatiquement le Launchpad. Donc c'est plutôt cool, les développeurs se sont pas juste contentés de nous remettre l'ancien Launchpad tel qu'on le connaissait, mais ont aussi ajouté quelques petites options qui peuvent être bien pratiques. Je vous remets un petit coup les réglages pour vous montrer les dernières possibilités que l'on a. Donc vous allez pouvoir personnaliser l'apparence avec soit la visualisation de votre fond d'écran ou alors du liquid glass avec plus ou moins d'intensité que vous pouvez régler ici. Voilà, à vous de voir, ça peut être toujours sympa de personnaliser un petit peu ça. Ici, l'ordre, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, mais on y a aussi accès ici. Et enfin, vous allez pouvoir choisir combien vous voulez d'icônes de vos applications par ligne et par colonne. Donc voilà, si vous voulez en afficher énormément sur une page, c'est possible, ça vous évite de glisser un petit peu. Voilà ce qu'il est possible de faire avec les réglages de cette application. Je pense que je vous ai tout montré. Et enfin, ceux qui sont intéressés par mon fond d'écran, parce que je sais qu'à chaque fois vous me le demandez, je vous le mets dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger et que vous voulez exactement le même que moi. Mais en tout cas, voilà pour cette application qui permet de retrouver le launcher de macOS des anciennes versions. Je trouvais important de vous le mentionner, tant le nouvel affichage depuis macOS Tao est catastrophique. Ensuite, deux applications qui vont venir corriger deux choses que je trouve extrêmement mal gérées dans macOS et qui m'ont énervé pendant des années, jusqu'à que je trouve ces solutions. Sur macOS, vous ne pouvez pas couper un fichier. Si vous faites un commande X, comme vous feriez un CTRL X sur Windows, ça ne fait absolument rien. La seule façon de faire ça, c'est de faire un commande C, d'aller ensuite dans le répertoire dans lequel vous voulez déplacer ce fichier, et ici faire un commande Option et V.
Et là, ça déplace effectivement le fichier, mais c'est pas un couper à proprement parler, c'est vraiment un déplacement. Je connais personne qui se sert de ça, franchement, c'est absolument pas intuitif. En tout cas, moi, j'ai jamais le réflexe de faire cette combinaison de touches, et je préfère utiliser l'application qui s'appelle Commande X et qui règle vraiment le problème. À présent, je peux simplement faire un Commande X sur le fichier que je souhaite couper. J'ai un petit son qui m'indique que ça a bien été le cas, et je vais ensuite dans le répertoire dans lequel je souhaite le placer. Là, j'ai simplement fait un coller avec commande V, et voilà, le fichier a bien été coupé et ensuite collé, exactement de la même façon que ça marche sous Windows et que ça aurait dû être le cas sur macOS depuis le début. Commande X coupe le fichier, et ensuite commande V le colle au bon endroit. Et la seconde chose qui m'a longtemps frustré sur macOS, c'est le fonctionnement du prévisualisateur dans le Finder. Donc vous savez que sur macOS, lorsque vous sélectionnez un fichier, que vous appuyez sur la barre espace, ça vous affiche une prévisualisation, un aperçu, ici par exemple, d'une photo, sans avoir besoin d'ouvrir ça dans un logiciel de photo. Même chose pour les vidéos, j'appuie sur la barre espace, j'ai un aperçu, je n'ai pas besoin d'ouvrir ça dans un logiciel. Ça fonctionnait également avec les musiques, ici au format MP3, au format Wave, ça marche aussi. Les PDF, je peux avoir un aperçu avec la barre espace également, ça fonctionne. Mais vous me voyez venir, ça ne fonctionne pas avec tout type de fichiers, et c'est ça qui est frustrant. Par exemple, là, si je sélectionne ce dossier, que j'appuie sur la barre espace, eh bien, j'ai ça. Voilà, ça me sert à rien, je n'ai aucun aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur du dossier, et même chose pour les fichiers qui sont compressés, on ne peut pas avoir cette prévisualisation comme c'est le cas avec les autres types de fichiers. Quelle est la logique derrière tout ça? J'en sais rien du tout, en tout cas c'est bien embêtant. Et il existe une solution. La solution à ça s'appelle Folder Preview, une application disponible sur l'App Store et qui à l'époque m'a coûté 2 € je crois, donc ça doit être toujours à peu près ça aujourd'hui, ça les vaut largement, puisque ça me permet d'appuyer sur la barre espace et d'avoir une prévisualisation sur n'importe quel type de fichier, document, dossier. Ici, si je sélectionne celui-ci, que j'appuie sur la barre espace, voilà, j'ai l'aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur du dossier sans avoir besoin de l'ouvrir. Et même chose pour les fichiers compressés. J'ai celui-ci ici, j'appuie sur espace, j'ai le détail de ce qui se trouve à l'intérieur et j'ai même l'arborescence qui a été déroulée, puisqu'il y a aussi des dossiers qui se trouvent à l'intérieur de ce fichier compressé. Donc voilà comment fonctionne l'application, il n'y a absolument rien à faire de votre part. Vous appuyez sur la barre espace et vous prévisualisez n'importe quoi sur votre Mac. Documents, fichiers, audio, vidéo, dossiers, fichiers compressés. Tout est prévisualisable et ça corrige ce défaut de macOS. Ensuite, alors oui, sur iPhone, l'encoche dynamique c'est une belle intégration logicielle, mais par contre, sur MacBook, Apple n'en a rien fait du tout. Heureusement, comme souvent, on peut compter sur des développeurs indépendants pour nous proposer une bonne solution, et je vous conseille vivement d'installer cette application que je vous mets en lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Une fois que c'est fait, à première vue, votre encoche ne change pas d'apparence. Mais si je modifie le volume, vous voyez qu'elle s'étend avec à l'intérieur le contrôle de celui-ci, et même chose pour la luminosité de votre écran, ça remplace l'affichage par défaut de macOS. Vous y retrouvez aussi le contrôle de la musique, très pratique, avec à chaque fois vous voyez l'animation de l'encoche quand vous passez la souris dessus. Elle reste petite ou bien grande lorsque vous avez besoin d'accéder à ce qui se trouve à l'intérieur. Vous pouvez avancer ou reculer très facilement dans votre musique, faire play, pause, passer à la suivante ou à la précédente. Vous avez aussi un accès à votre calendrier, pour lequel vous pouvez même voir ce qui se passe les jours suivants, les tâches du calendrier mais aussi les rappels. Vous avez aussi un petit raccourci qui vous permet de prévisualiser votre webcam, si vous voulez vous assurer que vous n'avez pas une coupe de cheveux qui part dans tous les sens avant de faire une visio par exemple. Donc c'est super complet, vous pouvez même aussi glisser des fichiers qui vont être envoyés par AirDrop, c'est beaucoup plus rapide que la méthode classique de macOS. Vous pouvez aussi déposer des fichiers ici qui vont être constamment accessibles lorsque vous allez glisser votre souris sur le notch et donc l'étendre. Moi en ce moment je suis en train de faire plein de démarches administratives, donc avoir mes justificatifs d'identité et de domicile facilement accessibles ici que je peux ensuite glisser comme pièce jointe dans des documents, je trouve ça extrêmement pratique. Je suis sûr que vous aussi vous allez trouver plein d'usages à ça, vraiment l'application est très complète, bien intégrée dans macOS, moi j'adore. Et je sais pas si je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais elle est gratuite et open source, donc c'est assez dingue et c'est clairement la meilleure que je connaisse, puisque plein d'autres applications promettent de faire la même chose, mais sont bien souvent payantes. Pour finir, je voulais vous parler de OpenEmu, qui est clairement une de mes applications préférées, je l'utilise depuis des années et je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé ici. C'est une application qui, tout simplement, regroupe tous les émulateurs rétro, c'est génial. Elle prend en charge beaucoup de consoles mythiques comme la NES, la Game Boy Advance, la Nintendo 64, la PlayStation évidemment,
la Mega Drive, on a aussi la Nintendo DS notamment. Moi, je m'en sers pour jouer à des jeux rétro et vraiment c'est un énorme kiff. Il y a plein de jeux de votre enfance que vous allez pouvoir refaire de cette manière, ça fonctionne parfaitement et vous pouvez aussi personnaliser les touches de commande pour chaque émulateur, pour chaque console. Ici, j'avais la Nintendo DS, mais si je vais sur ma Game Boy Advance que j'utilisais juste avant, vous voyez qu'ici sur la droite, je peux assigner chaque touche clavier qui correspond à la touche physique de la console. Bien évidemment, il vous faut le fichier du jeu auquel vous avez envie de jouer. Ils sont pas compris dans l'émulateur, vous devez les trouver et les importer dedans pour pouvoir y jouer. Et je suis désolé, je vous montrerai pas comment faire. La dernière fois que j'ai fait ça, la vidéo s'est fait ban en quelques jours. Je retenterai pas l'expérience, mais voilà, cherchez sur internet, vous trouverez facilement comment faire. Et sinon, si vous voulez découvrir d'autres applications, dont des dizaines qui sont gratuites, allez voir ces autres vidéos sur la chaîne YouTube. Vraiment, je vous ai présenté des pépites. Vous allez faire de belles découvertes. On se retrouve là-bas. Salut!